D'accord. Moi, je suis navré. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas votre nom. Je suis navré. Vous n'êtes pas démocrate. Tossé, Alexandre. Tossé, monsieur Tossé, vous n'êtes pas démocrate. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle démocratie. Ah. Oui. Vous n'êtes pas démocrate. Parce que si vous êtes démocrate, mon opinion devrait vous intéresser. Et non devrait être quelque chose que vous voyez comme manque de respect pour les institutions, comme opprobre qu'on jette sur les institutions. Non. Parce que dans une démocratie, chacun a son opinion. Mais ce truc élémentaire, vous ne connaissez pas ça et vous me parlez d'être démocrate. Et vous me dites que moi, je ne suis pas démocrate. Alors, nous sommes démocrates, dites-vous, nous sommes également dans un état de droit, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. État de droit, démocratie veut dire que chacun a son opinion signifie qu'il y a des sur normes, ce qu'il dit. qu'il y a des décisions qui sont prises, qu'il faut respecter. Écoutez, il y a des décisions qui sont prises qu'il faut respecter. Lui m'a parlé d'intellectuels. Vous savez, la loi qui a consacré l'apartheid en Afrique du Sud, c'est une loi, non? C'est pas une loi qui a consacré l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, en tant qu'intellectuel, lorsque vous voyez une loi qui consacre une ségrégation, vous allez dire, bon, comme c'est les institutions qui ont pris ça, et en bon démocrate, donc moi je respecte ça. Non, c'est pas être démocrate. On va prendre le point. Dans le littoral. Non, j'espère que vous allez me laisser parler. Parce que, non, tout à l'heure, vous m'avez dit ça, mais quand vous avez donné la parole à l'autre, et lui, il a encore empiré la situation. Vous n'avez pas tempesté. Bon, moi, c'est ça ce qui me gêne. Parce que moi, je ne peux pas recevoir des choses comme ça sur un plateau et on me coupe tout le temps, c'est pas normal. Je ne vais pas vous couper si c'est le cas, tempester. Nous sommes en plateau. Voilà. Alors, je ne veux pas tempester, mais je veux faire remarquer aux auditeurs que c'est comme ça. Aux téléspectateurs, que c'est comme ça, quoi. Que je ne peux pas parler. Vous allez prendre la parole juste après Donna, Oda Sawaimo, que vous connaissez très bien, qui fait de très belles restitutions. À Cotonou, comment est-ce que le vote s'est-il déroulé, Donna? Oui, Moujita. Le vote s'est déroulé dans une ambiance pacifique, faite dans la matinée au bureau notable du matériel. Nous avons préparé jusqu'à 9h25 on va peut-être régler, Donna, Audace, on va régler rapidement un peu votre micro à la technique. On vous prend dans un instant et je laisse Paul-Marie Wessou poursuivre dans sa lancée parce qu'il faudrait plus que je le coupe. Mais vous comprenez, la question, il faut vraiment rester dans la même logique. La question, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre, Paul-Marie Wessou, qu'il y a encore de confusion aux urnes? Oui. Bien qu'on n'ait que 5 partis politiques. Je finis d'abord de répondre à toutes les attaques que j'ai reçues. Allez-y. Et maintenant, on peut parler des Allez-y pour les Donc, moi, attaques. je voudrais le dire sincèrement qu'il faut cesser de nous faire croire que quand on est démocrate, on respecte les lois quand même elles sont des lois qui ne nous permettent pas de respirer, qu'on est obligé de se taire. De se taire et de les... Donc, vous êtes bon démocrate, quoi, lorsque vous ne critiquez pas ce que le gouvernement fait. Vous êtes démocrate lorsque vous ne dites rien sur ce qu'une institution fait qui n'est pas recevable, même du point de vue légal, parfois. Et là, vous êtes démocrate. Mais dès que vous critiquez un peu, donc vous n'êtes plus démocrate. Vous jetez de l'opprobre sur les choses-là. Vous manquez de respect aux institutions. Alors, quelle est la démocratie que nous faisons? Dites-moi, maintenant, quelle est la démocratie que nous faisons au Bénin? Parce que la démocratie basée sur les lois. Paul-Marie. Donc, ce n'est plus démocratie, c'est un état de loi maintenant. Ce n'est plus un état de droit. De droit. Un état de loi. C'est ce que je constate. C'est la conclusion que vous dites. Non, mais écoutez, logiquement, du fait qu'on ne peut plus parler. Une séparation des pouvoirs. Je suis démocrate. Et quelqu'un émet une opinion. Quelle institution j'ai injurié ici maintenant? Quel opprobre j'ai ajusté sur une institution? Et la personne émet une opinion simplement. Vous êtes démocrate et vous lui dites qu'on ne doit pas le faire. Mais je ne comprends pas ça. C'est ça qui est ahurissant dans notre pays. C'est ça qui fait que notre pays descend dans le gouffre
de l'incapacité de se relever du sous-développement dans lequel nous sommes. Parce qu'on ne peut pas continuer de penser comme ça et dire aux gens, vous n'êtes pas démocrate parce que vous dites que les institutions ont pris des lois. Mais écoutez, ce que j'ai dit, et là je reviens avec vos questions. Taux de participation, confusion. Ce que j'ai dit, c'est très simple. C'est très simple. J'ai dit qu'il y a eu une campagne. Tout le processus qui a conduit aux élections constitue une campagne contre la participation. Aux urnes. Je peux être démenti. Celui qui a parlé au nom tout à l'heure a dit qu'il y a participation. On verra bien les chiffres, ce que ça donne après. Je peux être démenti. Mais me dire que je ne suis pas démocrate quand je dis ça là, alors là, franchement, je ne sais plus trop ce que c'est que la démocratie. Très bien. Franchement, moi, je vis tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, pour venir ici, j'ai levé mes yeux de documents qui parlent de démocratie. Je vis tous les jours dans les tests, dans la réalité, sur le terrain. Et je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Sur la confusion. Donc maintenant, sur la confusion. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On avait une flopée de partis politiques. Mais les citoyens arrivaient à s'en sortir. Maintenant, on n'a que 5. 3 pour les communales, 5 pour les législatives. Et apparemment, si je m'en tiens à la restitution de nos correspondants, il y a quand même eu confusion. Oui, mais écoutez, je ne crois pas que ça peut être un cas isolé, puisque celui qui parle a dit avoir sillonné deux circonscriptions électorales sur 24, donc ça peut être un cas isolé. Où des gens, et puis bon, une personne, 2 personnes se sont retrouvées dans des cas de confusion. Dans ce cas, c'est normal. Même quand on avait plusieurs partis, les gens se perdaient, il fallait les aider à se retrouver. C'est normal. Mais au-delà de ça, si ça devient un truc général, en ce moment, nous pouvons parler vraiment des facteurs qui ont conduit à cela, qui peuvent conduire à cela. Les facteurs, je pense que moins que la période où nous avions beaucoup de partis, les partis politiques éduquent peu les électeurs aujourd'hui. La question de la formation. Deuxième entité qui devrait éduquer, c'est la société civile. Et vous constatez aujourd'hui que l'activité de la société civile sur la question des élections était réduite considérablement. Parce que le flot d'informations, d'animation qu'on avait quand les partis étaient nombreux, ce n'est pas ça qu'on a constaté aujourd'hui. Donc, il y a ces facteurs, et il peut y avoir les facteurs aussi de la négligence au niveau du bureau de vote. C'est-à-dire que les gens postés dans le bureau de vote ne sont pas suffisamment outillés pour savoir orienter les uns et les autres. Voilà. Donc, il y a ces facteurs. Et puis, dire que c'est, comment on l'appelle, c'est pour la première fois que nous faisons ça, et donc c'est ça qui conduit à ce que les gens se perdent, je ne crois pas. Je ne crois toujours pas. Je crois que les électeurs n'ont pas été suffisamment préparés par rapport aux lois que nous avons. Peut-être qu'ils ont été suffisamment préparés aussi, que je me trompe. Donc les faits me démentiront. Absolument. Et moi, je suis heureux quand les faits me démentissent. On verra les résultats. Je ne suis jamais heureux quand on me contredit. Je ne suis jamais malheureux quand on me contredit. Très bien. Mais alors, quand on veut me contredire, il faut aller avec des arguments. Alors, monsieur Ouissou, merci. Voilà, c'est bon. Vous avez pu dérouler justement votre argumentaire sur ces 2 questions-là. Ça peut aller. Ça peut aller. Et ça donne l'occasion de prendre une gorgée. Justement. Cette nuit électorale, c'est la fête également. Et on va prendre dans cette ambiance festive électorale, Donna Audace à Waimon, dans le littoral. Donna, dites-moi, vous êtes où présentement? J'ai quitté Charles Guillot, j'étais en train de revenir à la base quand j'ai eu votre appel. Très bien. Alors, le nom que vous évoquez, ça fait penser au lieu de vote du président de la République.
Et évidemment, nous y étions ce matin, on l'a vu voter, accompagné de son épouse avec une foule en liesse. Une foule en liesse, dites-vous? Vous pouvez répondre? Une foule en liesse, dites-vous? Oh oui, bon, vous savez, Patrice Talon demeure le président du Bénin et dès qu'il se déplace, la population l'accueille. Absolument, absolument. Alors, au-delà donc justement de son vote, comme un citoyen, hein, comme tout autre citoyen avec son épouse, avez-vous dit comment est-ce que vous avez pu analyser l'affluence aux urnes? L'affluence et à Charles Guillot, au CG Les Pylones, à l'EPP Vedocor 2, dans la plupart des centres de vote aujourd'hui, puisque le vote a commencé avec un certain retard. À l'ouverture, il y avait un grand monde, mais une heure après l'ouverture, ça a vraiment baissé. Avec un désert à certains postes. Donc, pour l'ouverture des bureaux de vote, c'est ce qu'on peut dire. Et cela s'est ressenti dans les urnes parce que quand on a fait la ronde dans la soirée, par exemple, à l'EPP Vedocor, où il y avait, je recherche EPP, ça veut dire école primaire publique. Vous dites? EPP, ça veut dire école primaire publique. C'est cela. Oui. Il y avait dans le bureau de vote numéro 1, par exemple, 139 votants sur 537 inscrits. Dans le vote numéro 2 à l'école primaire publique Vedocor 2, il y avait les mêmes constats, un grand vide de votants. Quand on a été à Charles Guillot, dans le bureau de vote numéro 5 où le président a voté, on a des chiffres, une centaine de votants contre 497 inscrits. Et voilà. À quelle heure vous avez dit? Autour de midi? C'est autour de... Par exemple, dans le bureau de vote numéro 5 où le président a voté, et le poste a ouvert à 9h23, donc à 19h23, c'était déjà prêt pour le dépouillement des législatives. Par contre, pour la communale, pendant qu'on était là, il avait commencé le décompte des votants. Très bien. À quelle heure avez-vous noté la centaine de participations sur 400? Je crois bien ce que vous disiez tantôt. À l'EPP Vedocor, c'est vers 19h40, 50. On a quitté là-bas pour nous rendre à Charles Guillot. Donc, on peut dire autour de 20h10 par là. Très bien. Alors, il y a une question en débat, en plateau. J'aimerais que tu partages également ton opinion de terrain là-dessus, sur la confusion des électeurs sur les deux élections entre les communales et les législatives. Est-ce que vous avez aussi constaté cela sur le terrain? Oui. Les votants qui sortent tout en colère des bureaux de vote pour n'avoir pas su distinguer communal des législatives. Mais il faut signaler aussi que ce matin, il y a certains électeurs qui ont manqué leur nom sur certaines listes. Sur certaines listes plutôt, autant pour moi, et qui étaient tout en colère. Donc on a mélangé, on a un mélange de colère pour la confusion entre une législative, une communale et absence de nom sur la liste électorale. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup Dona Audace Aouaimon pour cette restitution. Justement, on a quand même entendu les différentes institutions en charge de l'organisation de ces élections sensibiliser, donner des consignes, afficher même des listes. On a vu l'ANIP, je ne sais pas, justement, à un certain niveau donné. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a eu des citoyens qui n'ont pas pu aller à leur bureau de vote? Un désintérêt, ou comment est-ce que vous analysez cela, Antoine Adoukonou? Bon, je crois que c'est un travail humain. C'est un travail humain. Sinon, moi, je peux dire que dans l'ensemble, l'ANIF a fait un grand effort. L'ANIF a fait un grand effort.
Certainement que c'est quelques cas rares, puisque j'en ai eu aussi un ce matin. Ok. C'est certainement peut-être au moment où on a procédé au transfert de centre de vote, par exemple. Si quelqu'un n'est pas informé, il n'est pas allé vérifier si, après l'affichage, son nom est toujours dans son centre de vote habituel et fait les réclamations nécessaires pour faire le transfert. Il y avait des facilités même électroniques. Voilà, donc pendant qu'on est en train de faire tout ça là pour faire le ratissage, pour que ces cas rares ne surviennent pas, il y a d'autres citoyens qui ne savaient même pas qu'il y avait une procédure pareille. Donc, c'est quelques cas rares. On ne peut pas dire que, bon, on va faire une liste électorale où à 100%, on n'aura pas quelques écueils. Non, je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Ce n'est que quelques cas isolés. Parlant par exemple de la confusion, M. Bakol a dit, puisque moi j'ai voté dans mon centre de vote aujourd'hui, je crois que les agents de bureau de vote que j'avais là étaient très éveillés et ils étaient très habiles et ils orientaient, ils vous demandent, bon, voilà pour les communales, vous mettez en rang là, quand vous finissez la procédure là, ils vous indiquent... Vous mettez également en rang pour les législatives. Non, ils vous demandent, bon maintenant, si vous voulez voter pour les législatives, si vous dites oui, vous orientez également vers... celui qui a apprécié ces deux fichiers, et c'est pratiquement le même numéro. Dès que vous avez voté au niveau de communal et que votre numéro est tel, l'autre vous renvoie chez vous, dit bon, c'est encore tel numéro, et vous vous retrouvez rapidement votre numéro au niveau de la liste des législatives, et vous allez voter, vous reverrez. Donc, moi, je suis allé quelque part où ça s'est bien déroulé. Bon, maintenant, si les agents électoraux ne prennent pas au sérieux à certains bureaux de vote le travail pour lequel ils sont formés, il peut arriver ces cas de confusion. Sinon, les agents des bureaux de vote étaient bien formés, étaient très attentifs à ce que ces confusions-là n'aient pas lieu. Ce que j'ai peut-être regretté, c'est que très tôt, la CEDA aurait peut-être pas de petits spots sur vos antennes, montrer comment ça va se faire. Vous savez, jusqu'au dernier moment, les gens se posaient même la question de savoir comment ça va se faire. Et lorsque nous avons des occasions sur les plateaux, on essaie de dire il y aura 2 zones. Si vous voulez, vous pouvez voter pour communal, vous pouvez voter pour législatif, comme vous pouvez voter pour les deux. Quand on a des occasions, on peut le faire. Mais jusqu'au dernier moment, ce n'était pas clair. Comme ça, donc la Sénat aurait dû, par des spots très tôt, vulgariser, et les partis politiques aussi devaient également bien faire ce travail dans leurs états-majors pour que les gens comprennent qu'il y a 2 élections qui se font le même jour, simultanément, et que dans la procédure, vous êtes libre de voter pour l'une des élections comme les deux. Et à partir de ce moment, les gens auraient eu l'information. Mais par le biais de la formation des agents électoraux, je crois que la Sénat a fait le travail. Et là où moi je suis allé, c'était précis. Et les agents là orientaient comme cela se doit. Je n'ai pas vécu dans mon centre de vote ce cas de confusion. Sauf si vous avez des ajouts. Je voudrais qu'on aborde l'autre enjeu sur la validation effective de ces élections-là, qui ouvre un peu la voie pour ces élections, on va dire générales, parce qu'en avril, nous avons la présidentielle, grande nature en termes d'enjeux pour ces élections. Nous avons la question des 20%. Qui plane sur toute l'information politique. Comment est-ce que vous... Et là maintenant, si on parle de démocratie, là maintenant, il y aura encore problème. Non, mais en fait, je voudrais tout simplement... je n'ai pas envie de m'emporter sur le plateau ce soir. Sinon, moi, vous avez bien compris. Non, je voudrais rappeler à M. Ouessou que déjà son lapsus, ça explique tout. Vous n'aimez pas être contredit. Vous l'avez dit dans votre lapsus. Et ça, c'est ça que moi j'ai gardé. Sinon,
le truc est parti de l'exclusion que vous utilisez. Voilà. Je vous ai fait une longue démonstration pour dire, dans une république, dans un État démocratique, à partir du moment où une loi est votée à l'Assemblée, et pour votre information, la loi que vous incriminez, c'est tout le peuple béninois qui a voté, qui a contribué au vote de cette loi-là. À travers ses représentants à l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée. Même les démocrates, il y a eu des choses que les démocrates ont proposées qui ont été prises en compte dans cette loi-là. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas s'amuser avec notre représentation nationale. Et à la fin, j'ai bien précisé que même en justice, quand on rend une décision, tout le monde n'est pas forcément content. Voilà. Vous voyez? Oui. Donc, il n'y a pas lieu de dire, nous ne sommes pas sous un régime de la Gestapo, puisque vous opinez tout le temps. Vous êtes tout le temps dans votre contradiction avec la partie en face, personne ne vous a empêché. Et vous dites qu'on n'aime pas ceci, ça. Non. Moi, je ne veux pas m'emporter, je suis très zen, parce qu'on est face aux Béninois, je respecte beaucoup le peuple béninois, donc je n'ai pas fait du spectacle sur ce plateau. Les citoyens, je vous dis, avec beaucoup de choses, vous allez réécouter l'émission pour suivre ma démonstration si quelque part je vous ai empêché ou bien je vous ai traité de manquement aux institutions de la République. Ça, je voudrais clarifier cela pour dire... les histoires de 20%. Donc la vous avez évoqué. C'est issu aussi. Oui. Lié écoutez, à ce seuil-là de 20%. Oui, vous savez, nous sommes dans les élections législatives. Il faut qu'on soit clair. Je l'avais dit. Dans les 24 circonscriptions électorales. Je le dis toujours, quand on a, bien avant les élections, quand le débat s'est posé autour des 20%, tout le monde disait non, aucun parti au Bénin ne pourra l'avoir. Mais moi, je reste toujours prudent. Tant qu'on n'est pas arrivé, je ne peux pas juger. Il faut que j'ai des choses en main pour pouvoir apprécier. Mais qui vous dit que les démocrates ne peuvent pas rafler 20% partout au Bénin? Personne ne le sait. Qui vous dit que l'UPR, le Renouveau, ne peut pas rafler BR? Donc, on ne peut pas savoir. Moi, je dis, ce qui est intéressant... Tout cela sera voilà, ce qui est intéressant... Selon l'agenda, déjà demain... Demain, la Sénat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette option de rachat qui est l'accord de gouvernance proposé aussi au cas où. Vous voyez? Donc, c'est aussi une nouvelle option donnée à côté de cette loi au cas où. Bon, maintenant, des gens choisissent de ne pas le faire. Et après, il faut attendre les résultats sortis des urnes pour savoir vraiment qu'est-ce que le paysage représente. Et si le code a été efficace ou pas, est-ce qu'il y a des ratés, et on pourra les corriger et pouvoir avancer. Voilà. Est-ce que, dites-moi, Paul-Marie Ouessou, prenez beaucoup de notes, vous pouvez revenir là-dessus. Nous sommes dans un débat totalement démocratique. Est-ce que la question du seuil des 20% pourrait mettre en berne la réforme du système partisan à partir de ces deux élections-là qui sont organisées aujourd'hui? Les 20%. Le problème avec les 20%, je vais d'abord répondre à votre question. Je vais revenir sur deux points principaux qui ont été évoqués. La question des 20%, nous l'avons déjà discuté de long en large. Du point de vue technique, nous en avons discuté ici. Absolument. On a pris politique également. On a vraiment tout touché à tout ça. Le risque que ça pose, c'est qu'aucun parti n'aura 20% sur toute l'étendue du territoire national. Là, vous êtes catégorique. Il y a eu des alliances. Bon, voilà encore quelque chose qu'on nous a vendu, comme quoi ça règle le problème des 20%. J'ai dit, et je le redis, je crois dès le mardi ou le mercredi, nous aurons les résultats. Le risque, c'est qu'aucun parti n'ait 20%. Parce que quand vous dites qu'il y a eu accord de gouvernance. Absolument, des accords, des alliances. Il faut aller prendre les partis qui ont fait accord de gouvernance, voir leur ancrage dans tout le Bénin et voir. Et il n'y a pas un seul pays dans le monde où un parti politique reçoit des électeurs partout à un taux élevé, autant élevé que ça. C'est pour cela qu'il y a aux États-Unis les blue states, les red states. Les États rouges et les États bleus. C'est-à-dire que vous faites n'importe quoi dans cet État-là, ce sera républicain. Vous faites n'importe quoi dans cet État.
rouge c'est républicain, bleu c'est démocrate. Vous faites n'importe quoi dans un État comme New York, n'importe quoi que vous faites là, vous aurez un maire démocrate, un sénateur démocrate, un congressiste démocrate. Nous n'y sommes pas encore. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ça parce que les électeurs sont attachés à des valeurs et ces valeurs, ils les retrouvent dans le parti là. Et ici chez nous, c'est la même chose qui se passait. Et donc, bizarrement, nos correspondants choisissent vos interventions pour nous faire signe. Sénakpon Djidji, dans le mono Koufo. Sénakpon, bonsoir. Sénakpon, belle nuit électorale à vous. Allô? Bien sûr, je vous entends, Sénakpon Djidji. Alors, vous avez certainement sillonné le Monokoufo, quelques bureaux de vote de toutes les façons pour TVC Bénin. Vous m'entendez, Sénakpon? Oui, Makaël, je vous attends. Bonsoir le plateau. Ben voilà, justement, Makaël, on a pratiquement le même thème vocal, hein? Makaël Kosikapo. C'est Fortune Onefa. Alors, dites-nous comment est-ce que le vote s'est déroulé dans ces départements, le Mono et le Koufo. J'ai du mal à vous entendre, mais si vous m'entendez, oui. Je pense que tout est bien déroulé. On peut dire stop et fin pour les élections couplées du 11 janvier 2026 au Bénin. L'atmosphère est restée plutôt détendue dans les départements du Mono et du Koufo. Nous avons sillonné la majorité des centres de vote au niveau des deux départements. Et on peut dire que tout s'est bien passé. Une journée marquée par une sérénité exemplaire. La preuve que la maturité du peuple a été au rendez-vous et le peuple qui est sorti massivement dans les deux départements pour choisir leurs représentants au niveau des conseils communaux et à l'hémicycle. De toute façon, de Lokossa, Comé, à Tiémé, en passant par Boupa, dans le département du Mono jusqu'à Lalo et Collectamé, dans le département du Koufo, bien entendu, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Les bureaux de vote démarrés déjà à 7 heures ont fermé leurs portes. Il y a quelques heures, le dépouillement effectué en présence des représentants des candidats et des observateurs. Ce dépouillement aussi est terminé dans la grande majorité des localités de ces deux départements. À l'heure où je vous parle, les premiers convois transportant les procès-verbaux sécurité commencent déjà à affluer vers les commissions locales pour la centralisation. On peut dire sans risque de se tromper que c'est une élection, c'est une journée parfaite. Les élections se sont déroulées dans une harmonie parfaite, dans la quiétude et dans la tranquillité dans les deux départements. Et pour l'instant, il faut dire que c'est une longue nuit qui attend bien évidemment les agents de la Sénat. Nous allons rester en ligne pour vous dire la suite des événements parce que actuellement nous avons quitté le centre de l'arrondissement d'Azové et nous allons nous rendre dans quelques minutes à Lokossa pour vous dire encore ce qui se passe au niveau de l'arrondissement pour la centralisation des procès-verbaux. Parfait. Parfait, Sénakpon Djidji, pour cette restitution. Merci beaucoup. On va certainement vous retrouver d'un instant à l'autre dans cette nuit électorale pour la suite, parce qu'après le vote, il faut le dépouillement. Après le dépouillement, il faut la centralisation. Après tout ça, il faut que la Sénat
proclame les résultats provisoires et puis les autres institutions entrent en jeu, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. J'ai une question, mais j'aimerais quand même laisser d'abord Monsieur Dr Ouessou aller jusqu'à la fin de son analyse sur la question que je voulais poser. Oui, donc c'est comme je le disais, c'est qu'il y a des ancrages. Quand on a des partis politiques d'envergure nationale, comme on a dit qu'il fallait en avoir, il y a toujours des ancrages. Et on ne peut pas exiger aux partis de dépasser le seuil de leur ancrage. Et la question, c'est justement les fameux 20%. Les fameux 20%. Et c'est pour cela que vous verrez, quand les résultats vont venir, qu'il y a des endroits où l'UPR, personne ne peut battre l'UPR. Il y aura des endroits... Mais pas dans les 24 circonscriptions électorales, c'est ce que vous démontrez. Je dis, il y a des endroits. Il peut y avoir une circonscription électorale où UPR va faire le plein, 80-85%. Donc, aucun autre parti ne peut avoir 20%. Il y a des endroits où le bloc républicain peut avoir 80-85%. Aucun autre parti. On va clarifier un peu à ce niveau. Pour lever des sièges, il faut avoir 20%. Il faut avoir déjà 10% au plan national. 10% au plan national. Et maintenant, les 20%, ça se joue au niveau des circonscriptions électorales. Et donc, demander aux partis d'avoir 20% partout, c'est un grand risque. Et le président de la République l'a reconnu lui-même, que c'est un risque, que le risque est là, qu'on n'ait pas 20% partout. Maintenant, si on fait un calcul mathématique simple, 20%, il y en a 5 dans 100%. Et nous avons 5 partis en liste. Donc, potentiellement, puisque nous avons tous fait la probabilité, chaque parti peut avoir 20%. Seulement, le fils du terroir, l'argent, son rapport avec l'électorat. Et cela ne pourrait pas être partout dans les 24 circonscriptions électorales, c'est ce que vous démontrez? Non, ce que je démontre, c'est que si, par exemple, prenons des exemples concrets, si, par exemple, dans Cotonou, les électeurs trouvent que, bon, ok, vous savez, ici c'est Guy Vitokwe ou qui a le vent. Pourquoi vous citez non, j'ai dit je prends des exemples concrets. Du parti des démocrates. Je vais prendre des exemples des autres aussi. Mais allez-y, variez. Donc je prends les exemples. Nous sommes dans la nuit électorale. Hein. Oui, bien sûr, je prends les exemples. Mais vous voyez, j'ai juste dit exemple Guy Vitokwe et puis paf. Non, j'aimerais juste qu'on équilibre. Écoutez, c'est juste cela. Mais c'est ça le problème que j'ai. C'est-à-dire que les interruptions sont telles que dès qu'il ne faut pas parler. Donc, je dois être dans l'équilibre. Vous savez, on est dans la lune. Oui, mais laissez-moi aller au bout quand vous n'avez pas trouvé l'équilibre. Un parti politique. Oui. Laissez-moi aller au bout quand vous n'avez pas trouvé l'équilibre. Vous revenez là-dessus. J'ai dit, je prends des exemples concret. C'est du français que je parle quand même. Ok. Et donc, j'ai pris un exemple. Je n'ai pas encore pris un autre exemple pour faire même le pluriel. Très bien. Quand même, nous sommes quand même... Très bien, monsieur Ouessou, allons-y. Voilà. Donc, je dis, les électeurs, puisque je sais que Guy Vitokwe est à tête de liste à Cotonou. Les électeurs ont déjà voté, donc nous n'influencerons rien. Ça dépend. Hein. Donc, il y a des bureaux de vote qui ont commencé en retard. Nous avons cette obligation. Donc, supposons et que massivement ils se mettent derrière ce parti. Nous savons que M. Djogbenou, le professeur Djogbenou, est candidat à Abomey, n'est-ce pas? Dans la circoncision. Je ne sais plus si c'est 23e, 24e. Ouais, 23e. Donc, supposons que massivement, les électeurs, et rappelez-vous, Djogbenou, c'est quand même un fils d'Abomey. Supposons que les électeurs massivement se mettent derrière ce nom. Vous n'aurez pas, les démocrates n'auront rien là-bas. Et prenons le bloc républicain. Et prenons Djougou, puisqu'on en a parlé. Et si, je ne sais pas si le ministre qui a voté là-bas est candidat, et s'il est candidat là-bas, et que tout le monde vote, enfin massivement les gens se mettent derrière lui. Donc c'est vous dire quoi? C'est que je ne sais pas, et c'est en cela que c'est... Enfin,
Le travail que moi je fais, c'est le travail de réflexion. Et c'est tous les jours. Et vous ne pouvez pas faire un travail de réflexion et dire que cette loi-là est normale parce que vous connaissez la réalité des comportements électoraux. Vous connaissez la réalité de la sociologie électorale chez nous. Quand vous connaissez ça, vous ne pouvez pas dire que cette loi-là est normale. Et le dire, eh bien là, je reviens maintenant à ces quelques points qu'il faut faire. Ce n'est pas jeter de l'opprobre sur les institutions. Le dire, ce n'est pas manquer de respect aux institutions. Le dire, ce n'est pas ne pas être démocrate. Et c'est là mon problème avec vous, monsieur. C'est connu aujourd'hui, hein, et déjà vous avez tant de problèmes avec moi. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de problèmes avec vous. Parce que dès que vous avez pris la parole, vous dites s'amuser avec les institutions. Je me suis posé la question, qui s'amuse avec les institutions? Vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous prenez J'ai commencé par dire au début en tant que démocrate. Voilà, je parle par rapport à moi. Oui, mais vous êtes en dialogue. Mais vous êtes en dialogue avec quelqu'un. Et quand vous êtes en dialogue, moi, c'est un dialogue privé. En fait, au début, j'ai pris la peine de poser. Bon, de toute façon, moi, je n'accepte pas, sur un plateau de télévision qu'on me dit s'amuser avec les institutions. Faire du c'est en cela que vous manquez. Vous dites que vous êtes plus démocrate que je. Et moi, je parle de moi. Parce qu'au début, j'ai posé. Vous allez suivre. C'est de vous et vous allez voir d'où est-ce que je suis parti. Donc c'est de vous que vous parliez quand vous allez dire faire du spectacle. Vous avez dit que je ne suis pas démocrate. Oui. Et au début, j'ai dit, parce moi, que en tant que démocrate, vous l'avez dit aussi sans j'ai dit, en tant que démocrate, c'est telle façon que je vois. Très bien. Alors, on va les évoluer. choses, et c'est comme ça que je me comporte. Je vous ai attendu. Le point qu'il faut faire. Écoutez, monsieur. Attendez, qu'on aille au bout. Vous êtes allé au bout. Non, je ne suis pas allé au bout. Je suis pas. Vous avez vu qu'il m'a interrompu et vous n'avez rien dit. Maintenant que moi, je reprends la parole. Nous sommes dans un débat. Et c'est très important. C'est très important. Vous semblez oublier mon point de départ. C'est très important de lui faire remarquer que les téléspectateurs du Bénin et d'ailleurs connaissent Dr Wissou. Alors, qu'ils fassent du spectacle, ils savent. Allons à l'essentiel. Je n'ai pas encore répondu. Bien sûr, nous sommes sur le taux de participation. Nous sommes sur le seuil des 20%. Oui, mais écoutez, j'espère que donc, quand les expressions comme ça vont venir désormais, vous allez interrompre les uns les autres et leur dire de ne pas dire ça, sinon vraiment on va s'enliser dans le débat. On ne va pas s'enliser dans les débats. On ne doit pas dire ça. On va même évoluer dans les débats. Oui, donc pourquoi vous voulez c'est l'essence même des débats. Non, je n'interdis rien. Qu'est-ce qu'on doit dire sur un plateau de télé? Mais c'est ce que vous venez de dire. L'élégance de débat dit qu'il ne faut pas utiliser des expressions pour des gens. Mais non, c'est parce que vous avez raté le point de départ. C'est tout. Vous n'avez pas suivi. Et j'ai dit, vous allez suivre ça, vous allez voir où est-ce que je suis parti. De toutes les façons, vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Nous sommes dans un débat. Je suis libre qu'on me contredise. Oui, vous n'avez pas suivi ma démonstration. Nous sommes dans un débat. Vous n'avez pas suivi. Oui, nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat, mais il faut que et il faut de la contradiction pour faire un débat. Que les débats soient civilisés. Moi, je pense. Nous sommes dans cette émission. S'il vous plaît, chers invités, là, nous sommes dans une émission. Nous sommes dans une émission, s'il vous plaît, de débat très civilisé. Je suis bien élevé quand même. Non, je ne le crois pas. Nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes dans une émission, s'il vous plaît. Monsieur Bako, Monsieur Wissou, nous sommes dans un débat très, très civilisé. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien que nous sommes dans un débat très civilisé. Donc, faisons un peu économie de certaines expressions. Nous sommes en direct là et le peuple nous écoute. Et il y a des questions qui sont posées. Et je vous assure que eux, de leur maison, ils se posent également ces questions et ils attendent de vous des réponses. Puisque vous êtes des spécialistes. Ils sont là, donc ne les découragez pas. Non, mais restons collés justement aux choses techniques, aux questions et de spécialistes qui sont posées. Les expressions que moi j'utilise, il peut utiliser d'autres expressions. Bon, me dire moi l'expression que moi je dois utiliser. Faisons fi de tout cela. Répondons aux téléspectateurs qui nous regardent. Suivez très bien. Un peu d'où est-ce que je suis parti pour arriver là. TVC Bénin.
Et sur l'essentiel, si nous répondons aux questions, je pense que nous allons, comme nous sommes en train de le faire d'ailleurs, faire un très bon débat, une très belle nuit électorale, comme nous sommes déjà en train de le faire. Il faudrait que ceux qui nous entendent et nous regardent comprennent également que c'est le débat. Et c'est comme ça un peu le débat, mais il faut qu'on aille à l'essentiel. Sur les 20%, le seuil, vous êtes un acteur politique. Est-ce que cela vous effraie, Obia? Je vais vous répondre en tant qu'acteur politique. Parce que quand j'écoute M. Ouessou et d'autres d'ailleurs, j'ai l'impression que les gens apprécient les 20%, les 10% du point de vue statistique. Les gens prennent seulement les chiffres. Mais les chiffres ont une histoire. Les chiffres, voilà. De façon générale même, un mode de scrutin est un choix politique, est une vision. Autant de modes de scrutin que nous avons dans tous les pays, chacun choisit un mode de scrutin en fonction d'une vision politique, en fonction d'un idéal politique. Et c'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas les mêmes modes de scrutin qu'il y a dans tous les pays du monde. Chaque pays, au vu certainement de son histoire, au vu des objectifs qu'il vise, il choisit un mode de scrutin. Vous allez en France, l'élection des députés se fait sur une liste uninominale. Mais ici, nous, on a choisi un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. D'accord? C'est un choix politique où nous disons il faut choisir des modes de scrutin qui favorisent les petits partis. C'est un choix. Vous allez reprendre la parole. Je vais reprendre la parole parce absolument, que je l'ai laissé. Vous avez la parole. Et vous allez me laisser. Je vous garantis que vous allez me laisser. Garder et je vais vous faire après l'intervention l'historique de l'un de nos correspondants, Franck Lokossou. Il est à Libory. Vous savez, c'est une nuit électorale. Il faudrait que les citoyens qui ont voté dans la joie nous regardent dans la joie également. Donc au-delà des convictions politiques ou des convictions, on va dire, des réflexions intellectuelles, que nous gardons justement cette harmonie, cette joie de nuit électorale. Et c'est ce que nous allons certainement avoir avec Franck. Franck, bonsoir. Bonsoir au plateau. Bonsoir aux téléspectateurs de CVC Bénin. Vous êtes dans la Libory? Bien évidemment, je suis dans la Libory et cette journée est marquée par les élections couplées dans notre cher pays de Bénin. Et pour ce qui est des conduits dans le département de la Libory, retenons que tout s'est déroulé sans grande difficulté, et même si au début, il y a eu quelques pécadilles liés à la logistique. Il est important de souligner que la plupart des bureaux de vote ont fermé à 17h. Les retardataires ont fermé à 17h34 minutes. Au début, l'engouement escompté n'était pas d'une évidence. La compte-goutte était préalablement imputable au culte du dimanche et par la suite au sport d'entretien. Mais dans l'après-midi, les directeurs sont sortis pour l'accomplissement du devoir civique. Au soir du scrutin, l'on s'aperçoit à l'issue des décomptes que le taux de participation n'a pas atteint les 50%, ce qui justifie la faiblesse de ce taux de participation. En lumière, au centre du CPS situé dans le 2e arrondissement, sur 1771 inscrits, 446 ont véritablement exprimé leur suffrage. Toujours dans le même arrondissement, à Saka-Bokoukene, sur 4255, 1455 ont participé au vote. Et dans le 3e arrondissement, précisément à Alé-Paré, 243 ont accompli leur devoir civique. Ce tableau panoramique confirme donc, à mon avis, les faibles taux de participation à ce scrutin. Au total, sur les 3 grands sites que j'ai ciblés, en l'occurrence CPS, Saka-Bokoukene, Alé-Paré et Mabina, sur 9474, 866 citoyens ont pu accomplir leur devoir civique. Et je rappelle que
dans la matinée, le problème technique et le problème logistique s'étaient posés. Il y avait le problème lié au mobilier. Lorsque le préfet de la Libérie, Ahmed Benoît Tama, était venu pour l'accomplissement de son devoir civique, les dunes étaient posées à même le sol. Il n'y avait pas de sable pour pouvoir donc permettre le bon déroulement du vote. Voilà, il a dû donc faire appel au chef de l'arrondissement, du 2e arrondissement, pour qu'il puisse mettre à la disposition des gens du bureau de vote pour que les votants puissent avoir la facilité donc d'exprimer leur suffrage. Et fort heureusement, cette situation a été rétablie plus tard. Mais toujours est-il que dans son ensemble, l'engouement escompté n'a pas été d'une évidence cristal. Merci infiniment. Merci Franck Lokosso pour cette restitution. Vous êtes précisément à Kandi, vous êtes dans la Liborie. Merci pour ces détails et surtout pour ces statistiques. Sans avoir évoqué les votes exprimés par chaque parti politique, nous savons qu'il revient aux institutions, à la Sénat et à d'autres institutions de proclamer ces résultats-là. Merci beaucoup à vous pour ce professionnalisme. Je vais revenir tout à l'heure sur la question du dimanche. Vous avez entendu le correspondant de TVC Bénin évoquer qu'à une certaine heure, tout le monde était allé au culte. C'est une émission, voilà, ce genre d'émission aussi, c'est des émissions de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux pour améliorer les choses. Faudra-t-il déplacer les votes du dimanche ou pas? Ça, c'est une autre question que nous allons aborder. Mais je vous laisse d'abord, Antoine Adoukonou, continuer votre analyse sur le fameux seuil de 20%. Voilà, je disais tout à l'heure que les modes de scrutin que nous choisissons, nous les choisissons pour atteindre des objectifs précis. Ça veut dire que c'est mauvais, c'est bon, là. Pour moi, ce débat, il est inutile. Le débat qui est important chez moi, l'objectif qui est fixé, est-ce que c'est un bon objectif? Est-ce que les mécanismes qu'on a choisis pour les atteindre, est-ce qu'on a bien choisi le mécanisme approprié? Le débat, c'est là, moi, je le fais. Je ne fais pas si c'est 20%, c'est bon, c'est mauvais, non. Si c'est les 20% par circonscription et dans toutes les circonscriptions qui nous permet d'aller là où nous voulons. Est-ce que c'est 20% vous en tant qu'acteur politique? Je fais d'abord... Non. Par exemple... Je fais une analyse d'abord scientifique neutre. Parce que tous les pays ne choisissent pas le même mode de scrutin parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, si nous choisissons un mode de scrutin, la grande question, c'est de savoir pourquoi on a fait cette option. Où nous voulons aller. Est-ce que l'option... Nous le savons, hein. C'est ça la grande question. Parce que, je le dis parce que les acteurs... On est les partis à avoir des assises nationales. Les acteurs politiques que nous sommes, nous avons plus d'un tour dans nos sacs. Vous savez, en réalité, je voudrais répéter Alexis de Tocqueville, qui a dit que les lois électorales sont les plus controversées du monde. Et je souligne bien le mot monde. Il n'a pas parlé du Bénin. Il a dit du monde. Le Bénin fait partie du monde. Donc le Bénin fait partie. Ça veut dire quoi? Les lois électorales, c'est les lois qui définissent la compétition électorale. Et pour les mettre en place, c'est une majorité qui les met en place. Et il n'est pas rare de constater que ceux qui sont majoritaires et qui sont aussi dans la compétition peuvent prendre des dispositions qui les arrangent. Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel ça se fait. D'accord? Pourquoi on cherche les majorités au Parlement? Si on cherche les majorités au Parlement, c'est pour pouvoir faire passer sa politique. Et nous avons dit dans la Constitution que le chef de l'État, c'est lui qui définit la politique nationale. Si nous l'avons dit, dans la politique nationale, il y a bel et bien et tout ça là. Et s'il a une majorité au Parlement et il pense que voilà un nouveau modèle et que les siens l'accompagnent, ça ne veut pas dire que c'est mauvais là, non. Puisqu'il faut changer les choses. Nous sommes partis tout. Non, je ne peux pas répondre à ta question comme ça parce que ce qui
ce qu'on prend à la fin pour dire que, est-ce que tout le monde peut avoir 20% là? Mais quelle est l'histoire des 20%? Est-ce que quand Talon est venu là, nous avons commencé par 20%? Et le résultat de l'histoire? Non, est-ce que nous avons commencé par 20%? Nous avons commencé par des colloques où mouvanciers, opposants, tout le monde s'est réuni pour dire que nous voulons quitter 300 partis politiques à un nombre restreint. Et ça, c'est fait déjà. Non. Le débat, c'est le nœud même du débat, c'est ça. C'est ce que le nœud du débat là. Nous avons 3 partis. Non, laisse-moi aller. Pour les élections communales. Ce qu'on dit là, c'est sérieux. Parce que le débat est parti de là. Monsieur Adoukonou. Le débat, il est parti de là. Et c'est au moment où nous avons voté l'achat des partis politiques en 2018 où nous avons dit, et je vais être précis, nous avons dit on a 300 partis politiques, on veut les réduire. Et mouvanciers comme opposants, on dit, on peut, l'honorable Basile Akossi, pour ne pas citer son nom, lui il a dit s'il faut bien faire là, il faut réduire à 3 partis politiques. L'archive existe. J'ai précisé, l'honorable Basile Akossi là, il a dit il faut quitter 300 là, pour venir à 3. Maintenant, par quel mécanisme on quitte 300 pour venir à 3? Monsieur, non. C'est ça qui nous... Parce que les chiffres que vous voyez là... Non. Les chiffres que vous voyez là, on n'a pas créé les chiffres. Il y a une histoire. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est en ayant une vision, par exemple, quitter 300 pour 3 là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir sur les éléments qui ont favorisé la création des 300 là. Mais là, vous vous énervez. C'est ça qui a fait que nous avons commencé par dire, comme c'était seulement au niveau des circonscriptions que le jeu faisait, et que quelqu'un peut rester dans son arrondissement et devenir député, il faut créer d'abord un seuil national. D'où les 10%. Pour l'obliger à être dans un parti qui n'est pas seulement... à la genèse. Non, si on ne remonte pas à la genèse, les gens vont prendre les 20% à la fin là. Oui, à la fin. Pour montrer à la fin, est-ce que tout le monde peut l'avoir? En fait, est-ce que les partis en lice... C'est pourquoi je vous ai dit que... Je vous ai dit, écoutez, je vous ai dit que tout le monde peut avoir là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est est-ce que ce que nous voulons obtenir pour le pays, puisque si nous sommes des leaders, pourquoi nous sommes des leaders? Parce si que ma question suivante, pourquoi, attends, je vais revenir à ta question. Oui. Mais laisse-moi, je dis, pourquoi nous sommes des leaders? Parce que lorsque nous sommes dans un système représentatif, est-ce que c'est... Si je prends M. Paul-Marie Rousseau en tant que docteur, en tant qu'universitaire, est-ce que sa réflexion critique est égale à la réflexion critique d'un béninois lambda qui n'a jamais mis pied à l'école? Quel est le ça voudrait dire quoi? C'est le leader qui oriente. Oui. C'est lui qui oriente. Ce n'est pas parce que le citoyen lambda crie que 20% là, partout là, c'est mauvais, que lui doit l'adopter. Après avoir dit tout cela, nous sommes allés aux unes. Donc, ce que je te dis. Nous sommes allés aux unes. Je veux venir là. C'est pas que je vous laisse-moi aller au bout. Oui, mais justement, je vous ai laissé. Parce que le plan qui se pose, vous voyez par exemple, c'est pourquoi je vous ai dit que, vous avez vu, on a eu 3 codes. C'est parce que les uns veulent être plus malins que les autres. Que ceux qui sont. Parce que voilà des gens. Est-ce qu'on va ressasser tout cela? Non. Là, on est parce allé que si on ne le dit pas, nous on ne le dit pas. Le test est là. Bon, même les 20% dont vous parlez, même les 20%, parce que tu ne m'as pas donné le temps de faire l'historique. Parce que si je le fais bien, ça peut faire comprendre aux gens que le fait politique est en même temps l'évaluation du système. Nous disons, faisons de grands regroupements. Nous nous sommes entendus sur ça. Mais à l'arrivée, il y a d'autres qui disent, je ne veux pas faire de grands regroupements. Je veux être président de vos partis là. Je ne veux pas faire ce nom. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Si lui dit ça, est-ce que les partis autres en lice peuvent... Est-ce que vous, peut-être que tu ne veux pas comprendre. Au niveau du BR, ce n'est pas affaire de BR. Vous savez, même les 20% dont vous parlez, voilà un exemple typique. Les 20% dont vous parlez là, comme il a dit, qu'il y a dans les États-Unis, tous les États ne peuvent pas être forts partout. Et moi, j'estime que le législateur qui a posé le principe des 20% dans toutes les circonscriptions, pourquoi il a posé le principe de l'accord parlementaire à côté? C'est parce qu'il estime, c'est parce qu'il estime qu'aucun parti politique, à lui seul, ne peut être fort partout. Et pour faire le lissage, pour remédier donc à cela, il permet à ce que
un parti soit en accord avec un autre pour qu'il y ait des compensations. C'est-à-dire, UPR, il est fort dans certaines circonscriptions, il est faible dans d'autres, ou peut-être les démocrates sont forts là et faibles là où il était chaud là. S'ils sont en accord, il y aura lissage. Vous voyez? Donc, le législateur a cherché à remédier à la chose. Maintenant, si malgré tout cela, quelqu'un prend la décision sur lui pour dire, moi je ne veux pas être en accord de gouvernance et de parlementaire, ça veut dire que la personne, à mon avis, c'est qu'il peut avoir 20% partout. Bon, parce que s'il n'est pas sûr, nous allons évoluer. Parce qu'il ne faut pas participer aux élections pour qu'à l'arrivée, on n'ait rien. Donc, les élections ont déjà eu lieu. Oui, donc si quelqu'un choisit. Les élections ont déjà eu lieu. Moi, Monsieur je crois que aujourd'hui, la question des 20%, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Mais il y a des mécanismes d'atténuation. Maintenant, si quelqu'un choisit, mais l'UPR et le BR ont fait accord de parlementaire. Voilà. On a tout fait. C'est parce fait des accords. À eux seuls, de façon isolée, ceux qui ils ne peuvent pas faire d'accord. Maintenant, ceux qui ont choisi ceux qui n'ont pas fait d'accord n'ont pas fait d'accord. Hein? La question n'est pas là. La question est-ce qu'à l'arrivée, justement. Non, même à l'arrivée, je vais vous le dire encore. Oui, même à l'arrivée, même à l'arrivée, à supposer que personne ne l'ait. Nous avons la Cour constitutionnelle qui exerce les pouvoirs de régulation des institutions et qui est là, qui est un arbitre du jeu électoral. Mais il ne s'agit pas de rire, c'est les dispositifs que nous avons mis en place, c'est ça. Nous disons que lorsqu'il y a blocage institutionnel, et ce n'est pas aujourd'hui que la Cour est en train d'exercer ce rôle, même sans ces seuils-là, dans les élections législatives, allez lire l'ouvrage du docteur Gilles Barré, les nouvelles attributions de la Cour constitutionnelle, et vous verrez autant de blocages que nous avons déjà connus dans le processus électoral, et que la Cour a déjà décanté, ce n'est pas ici seul. Donc rien ne fait rire là, c'est la réalité. Si personne à l'arrivée dans les 20%, la Cour constitutionnelle est là encore pour trancher. Alors, donc, il y a plus de peur que de mal. Très bien. Alors, je note, vous n'êtes pas candidat. Non, moi je ne suis pas candidat. Voilà, M. Ouessou non plus, M. Igbako, je n'ai pas de candidat. Relax. On est là justement pour apporter des idées constructives dans la logique de la réforme du système partisan qui vient là de connaître un test. Nous voulons quitter les particules pour aller au parti politique. Oui, c'est la vision. Vous avez nous voulons quitter les particules pour aller au parti politique. C'est la vision. Donc nous devons mettre des mécanismes qui permettent aux gens de ne plus être des particules, mais d'être des partis politiques. Et c'est fait. C'est fait. Même si on peut corriger là, je dis que c'est la vision d'abord. Mais c'est fait déjà. Il faut critiquer la vision, ce n'est pas le chiffre en question. Oui, d'accord. Si nous voulons, si aujourd'hui, si vous voulez, enlever les 20%, enlever les 10%, d'ici là, vous aurez plus de 800 partis politiques. Faites ça. On a quitté tout ça. Vous verrez. Nous avons... Parce que ce qui se passe dans les grands groupes, vous savez combien de personnes ont envie de créer leur parti politique. Et c'est parce qu'ils voient que la survie n'est plus facile. Système partisan. Voilà. Justement, vous avez totalement... Donc, si nous voulons... Nous allons recentrer un peu notre... 800 partis politiques là, enlevons les chiffres. On n'est plus là, s'il vous plaît, monsieur Adoukourou. Nous avons dépassé cela. Nous avons 2 élections qui ouvrent la porte à ces élections générales, les communales et les législatives. Nous avons 3 partis. 3 partis qui vont pour les élections communales, vous le savez très bien. Donc, la flopée de partis, tout ça, ça c'est du passé, n'est-ce pas? Vu avec la réforme du système partisan, nous avons 5. Il y a 2 qui se sont ajoutés aux autres. Je peux les citer tous. Nous avons UP, le Renouveau. Nous avons FCBE, la Force Collective pour le Bénin émergent. Nous avons BR, votre parti politique, pour les communales. Se sont ajoutés Mouel Bénin et les démocrates pour les législatives. Donc, il y a certains niveaux que nous avons déjà dépassés. La question, c'est sur est-ce que, justement, avec cette réforme, est-ce qu'on peut craindre qu'à l'arrivée est tout proche, nous sommes allés aux urnes, les Béninois ont déjà voté, tout est déjà clair, les institutions en charge justement de la proclamation des résultats vont venir pour proclamer les résultats. Nous avons pour les législatives, par exemple, la question du seuil des 20%. Est-ce qu'on peut craindre qu'à l'arrivée, aucun parti n'ait pu avoir ces 20% malgré cet agrégat qu'il y a eu au niveau des partis politiques? On est sorti des dizaines de partis à 3 là maintenant, à 5. Est-ce que les 5 pourraient
pouvoir avoir les 20% un peu partout. C'était juste la question pour voir est-ce que réellement, est-ce que ce test pourrait être un frein à la réforme du système partisan ou vraiment un bon élan pour aller loin, en fait? Non, mais en fait, ces élections, en fait, il faut que les gens prennent ça comme des élections, en fait, test, si vous voulez. Absolument. Parce qu'on vient de faire, nous sommes en transition, je peux dire. On vient de faire des réformes. On a complètement changé notre paysage politique. Et on les teste. Et là, nous sommes en train de tester. Et en fait, le législateur a anticipé sur un certain nombre de choses, comme vous l'évoquez, l'histoire des 20%. Déjà, bien avant d'en arriver là, on a donné une seconde option qui concerne les accords de gouvernance. Absolument. Et j'ai cru comprendre, le chef de l'État l'a dit à la rencontre de la jeunesse, au cas où, à l'arrivée, aucun parti n'ait les 20% partout, en ce moment, la Cour constitutionnelle va statuer, vous voyez, et voir quels sont les goulots d'étranglement pour essayer de lever un peu pouvoir, pour que la République ne soit pas bloquée. Il aurait eu déjà au moins 10% au plan national. Ça, c'est la condition première. Absolument. Pour arriver aux 20%, il faut avoir d'abord 10% national. Même si vous êtes en accord et que l'autre n'a pas 10%, il ne vous servira à rien. Très bien. Donc, en fait, des choses sont prévues et n'allons pas vite en besoin. Mais ce que je dis, notre pays s'est donné des objectifs. Et je ne comprends pas pourquoi certains sont surpris, décrédibilisent. Tout ce que le régime Talon est en train de faire, ils ont tout annoncé au début. La réforme de notre système partisan, ce n'est même pas, ça ne date pas de la rupture. Absolument. Ça vient de loin. Très loin même. De très loin. Et je ne sais pas si l'histoire là elle est encore très correcte dans ma tête. Sinon, il me semble que dans les années 40, il y avait eu cette tentative de réforme. Les 40 avant, on va dire 47. Et à l'arrivée, on a eu les élections en 61 et on s'est retrouvé avec un parlement monocolore. Et donc, tout le monde critiquait pour dire non, cette réforme n'est pas bonne. Mais net, quand on a enlevé, c'est encore... Ah oui. Vous savez, une éclosion de partis politiques, ça va dans tous les sens. Absolument. Vous voyez, donc, et la conférence de 1990 a ouvert ça la voie. Ça a encore explosé. Partisme intégral. Ça a encore explosé. Vous voyez, on est arrivé, je donne souvent l'exemple de ce que j'ai vu en Haïti. C'est pratiquement ce qu'on faisait. Mais ça ne nous honore pas qu'on ait des chefs de partis un peu partout, chacun est crampé. Même avec la réforme où il y a beaucoup de fusions, tout ça, à l'intérieur même des partis, il y a encore cette volonté, il y a encore cette envie de revenir. Vous voyez, c'est pour ça que les histoires de 10% et 20%, si on les saute, ou les 20% si on les baisse, mais on va se retrouver encore dans une situation plus dramatique. Donc, alors, moi, je voudrais, c'est-à-dire qu'on aille, c'est-à-dire que d'ici la semaine prochaine, qu'on voit clairement le paysage politique, le nouveau paysage, et qu'il faut dire que dans une élection, aucun fief n'est acquis à un parti. Aucun, a priori. On a vu des fiefs basculer, donc ce n'est pas un truc statique. La politique, avant toutes les élections, c'est l'offre politique. Si, pour le moment que vous présentez quelque chose qui semble être meilleur par rapport à ce qu'ils ont vécu jusque-là, les gens vont basculer. Même si c'est une histoire de logique de fils de terroir, même si un jour, un responsable politique va dans sa région, il peut être rejeté. Parce que les gens n'en peuvent plus. Et l'exemple de M. Basile Arrossi, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que chez lui, là, qu'il ne peut plus tenir avec les démocrates dans cette situation-là, que sa base lui met la pression, sa base veut basculer. Et vous avez vu finalement ce que c'est devenu. Donc, aucune base n'est acquise à un parti. Moi, je dis a priori, donc tout peut changer. Il peut y avoir des basculements. Donc, moi, je ne crois pas à des fiefs statiques qui sont... Non, très bien. Donc, sur le taux de participation des citoyens, on croise les doigts. C'est à voir après, justement, nous avons eu des correspondants qui ont dit qu'il y a eu de l'affluence dans certains bureaux. Même si c'est faible, je ne trouverais pas ça dramatique. On pourra juger. En train de... Sur la question des 20%, il faut que ceux qui nous regardent comprennent que même si les partis n'arrivaient pas à avoir ces 20%,
il y a d'autres solutions. Oui, c'est ce que vous démontrez. Ce n'est même pas les partis. Il faut être précis. Le parti, les démocrates, les autres ont fait accord. Les autres n'ont pas les mêmes difficultés que celui qui n'a pas fait accord. Il ne faut pas dire les partis. Absolument. Les partis. Non, les partis. Non. Monsieur Ouessou a la parole, s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Une parenthèse, vous l'avez répété déjà. Il ne faut pas faire peur aux gens. Là où nous sommes là, ce n'est pas les partis qui cherchent 20%. C'est le parti qui n'a pas fait d'accord là. Parlementaire là, c'est lui qui cherche 20%. Les autres ne cherchent pas 20%. Je peux poser une petite question, s'il vous plaît? Oui, les autres ne cherchent pas 20%. Tu peux poser une question? Oui. Pensez-vous qu'en dehors des démocrates, oui, les autres partis auront 20%? Et je vous ai dit que jeudi, ils n'ont pas besoin de 20%. Ils ont besoin seulement de 10%. Puisqu'ils ont fait accord parlementaire, 20% ne les concerne pas. Puisque c'est le cumul de leur suffrage exprimé qui doit donner 20% dans les circonscriptions. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là. C'est pourquoi vous avez fait cette nuance. En fait, ils sont moins inquiétés. C'est les démocrates seuls qui cherchent 20% dans toutes les circonscriptions. Les autres ne cherchent pas 20%. Les autres cherchent seulement 10% au plan national pour pouvoir utiliser l'accord parlementaire dans les circonscriptions pour avoir 20% en tant que somme. C'est c'est démocrate seul qui cherche 20% partout. Donc, corrigez la question. Vous savez quoi? Quand vous posez la question là, c'est comme si c'est tout le monde qui cherche 20%. Non, les autres ont déjà évité le piège des 20% partout en allant à l'accord parlementaire. Vous savez quoi? Oui. Quoi? Vous dites des choses intéressantes. Oui, c'est la réalité, je vous dis. Relax. Les autres partis, même Moël Bénin, a fait accord avec FCBE. Monsieur Alukonou, vous n'êtes pas candidat? Non, je ne suis pas candidat. Bon, c'est vrai que vous appartenez à un parti politique, mais relax. Nous sommes dans la nuit électorale. C'est la réalité. Non, tel que vous posez la question, il ne faut pas embrouiller les téléspectateurs. Absolument. Le seul parti politique qui cherche 20% partout là s'appelle les démocrates. Il faut permettre que le débat évolue. Oui, mais c'est ça. Dès qu'il pose la question, c'est comme si les autres partis ne cherchent plus 20%. C'est les démocrates seuls qui cherchent 20%. Maintenant, corrigez-moi, dites-moi le contraire. Très bien. Monsieur Ouessou, vous avez dit... Le contraire est clair, c'est qu'il faut que lui répondre en même temps. Parce que il est comptable. Hein. Je voulais quand même signaler cela pour signaler qu'il fait la mathématique. Et il sait bien que les 20% là, la somme de ce que les autres auront recueilli, c'est ça qui va faire leur 20%. Ah oui. Donc, ils recherchent 20%. Et moi, je vous l'affirme cette nuit. Tous les partis politiques. 20% en tant que somme. Tous les partis politiques recherchent 20%. Tous les partis politiques, ceux qui sont en alliance recherchent 20% entre eux. D'accord. 20%. Il faut donc pas... C'est différent. C'est différent d'un parti que tu cherches 20%. Pardon, il faut qu'on puisse dire... Absolument. Oui, monsieur Ouessou a la parole. Vous voyez, chaque fois que moi j'ai la parole... Allez-y, s'il vous plaît. Non. Vous avez vu le temps que j'ai fait à me taire. Et donc, faites-moi honneur en me disant que j'ai quand même raison de me taire. Et que lui, dès que je prends la parole, je n'ai pas dit 2 mots écrits. Allez-y, monsieur Ouessou. Tous les partis politiques recherchent 20%. D'abord 10%. D'abord 10%. Donc, les partis qui se retrouveront, qui sont en accord et qui ne vont pas retrouver les 10% il faut les éliminer d'abord. Vous voyez à peu près. Donc le truc est plus complexe qu'ils ne veuillent le faire. Dès qu'on a fait accord là, on a déjà 20%. C'est une fausse histoire. Et moi je le répète. Et moi je ne parle pas sur des spéculations. Je parle sur l'histoire électorale de notre pays, la sociologie électorale de notre pays. Ça a été le cas 1990, 1991, 1991, et vous compterez toutes les élections jusqu'à ce jour. Il n'y a aucune élection au Bénin qui se fasse dans la neutralité des électeurs. Aucune. Si vous en avez une scientifiquement démontrable et que vous me donnez, alors là, moi, je cesse d'être scientifique. Je cesse d'être... C'est-à-dire, je vais raccrocher. Je fais trop de recherches, quoi. Et je vais raccrocher. Alors, on note clairement, donc, les 20% restent un défi pour tous les partis. Tous les partis. En liste pour les élections législatives. Il n'y a aucun parti. D'abord 10% pour tous. 10 pour tous. Et moi, je vous l'assure, vous verrez des choses spectaculaires qui vont se produire avec les résultats. On attend les résultats tranquillement. Et chacun reviendra ici et faire les démonstrations historiques de comment on a adopté 20%, 10%, et nous allons voir. Nous allons tous analyser maintenant les résultats sur la base de ces choses.
Et il faut que nous puissions vraiment faire des débats nourris d'informations, disons, parce que nous voulons... Mais c'est ce que nous faisons, hein, M. Ouessou. Oui, mais j'ai pas comme l'impression, j'ai comme l'impression que nous pontifions, quoi. Nous pontifions, nous ne faisons pas de débats basés sur des données raisonnables. C'est ce que je crois savoir. J'ai comme l'impression qu'on veut défendre, une certaine façon de faire les choses, et donc il faut y aller, on pontifie, quoi. C'est pas normal. Quelle est votre chapelle là-dessus? Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, tout ce que j'ai entendu m'a donné l'impression que les réformes ont commencé avec les 20%. Non? Donc c'est pas ce qui a été dit. Il y a eu une évolution. C'est la dernière version. Écoutez, il y a plusieurs. Voilà. Oui, monsieur Ouessou, allez-y, s'il vous plaît. J'ai un cahier, quoi, c'est plein. Vous pouvez mettre les notes dedans et puis réagir après. C'est mieux comme ça. C'est ce que je fais aussi. J'écris, quoi. Monsieur Ouessou, pour ne pas vous interrompre. S'il vous plaît. Ça, c'est l'une des belles nuits électorales que j'anime. Oui, allez-y. Donc, j'ai eu l'impression que nous sommes encore en train d'essayer quelque chose. On n'essaie rien. On a eu les réformes, j'ai comme l'impression que les gens oublient. 2018, déjà, les premières lois des réformes ont été votées. Le code dont nous parlons, qui a été révisé, donc c'est un code qu'on a déjà utilisé pour faire des élections qui ont été révisées. Absolument. Et c'est en révisant qu'on a amené les 20% dedans. Mais avant la révision, je vous amène là, dans l'histoire, puisque tout le monde utilise l'histoire. On peut tronquer l'histoire. Mais je vous amène dans l'histoire. Le code qui a été voté, je crois, en 2019, après ce qu'on appelait Assise nationale, a permis d'aller dans un premier temps à une élection où nous avons tous vu ce que l'exclusion pouvait apporter dans notre pays. Parlement monocolore. Que ça plaise aux gens qu'on le dise comme ça ou pas, peu importe, la réalité, elle est là et correspond aux mots que nous utilisons. Ensuite, nous sommes allés vers le Parlement, une nouvelle élection législative en 2023. Avec le code de 10%. C'est-à-dire, là, on a 10%. Je vous apprends déjà que les réformes de 2018, depuis les réformes de 2018, le nombre total de partis dans notre pays aujourd'hui, c'est 15-17. Vous vous rappelez, hein, non, c'est important parce qu'ils ont pris 2020, avec les 10%, ils ont pris, qui n'avaient pas avantagé le PRD en ce temps-là. Je crois que c'est ce que vous mettez en exergue, cette particularité. Mais pas spécifiquement le PRD, mais le résultat est que en 2023, nous avons vu, lorsqu'il n'y a pas eu exclusion législative, qu'il y a seulement trois partis qui ont pu avoir les 10%. Dites-moi, où est l'Haïti dans ça? Où est Haïti, la façon dont Haïti agit dans ça? Bon, non, parce que j'ai comme l'impression que nous manipulons l'histoire pour dire des choses que les téléspectateurs vont pas prendre dans le sens où nous les avons éclairés. Ils sont très simples, hein, nos téléspectateurs. Et justement, c'est ça qui me rend savoir les choses, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais écoutez, donc après déjà les élections de 2023, le paysage est complètement clarifié. Trois partis seulement ont pu se hisser au Parlement. Trois partis seulement. Et trois avec partis, deux qui sont de la partisans. mouvance présidentielle. Absolument. Alors donc moi je ne sais pas de quoi nous parlons pour dire que les lois sont en expérimentation. Ces lois, on a déjà vu leur effet. Ce qui s'est passé en 2023, c'est 2022, la révision du code. Ok, d'accord. La révision du code, ce qui s'est passé, testé en 2023. C'est qu'un groupe politique veut prendre contrôle des élections dans notre pays et a mis dans les lois ce qu'il faut mettre pour que ça soit à son avantage. Bien. Le résultat est que, vous voyez, le vote de loi, une loi, même si elle n'est pas complète,
doit pouvoir quand même clarifier nos vies, nous rassurer. Mais on a voté la loi et on n'est pas soi-même sûr qu'on ait le résultat là. D'où on fait appel à la Cour constitutionnelle pour décider des résultats d'une élection. Très bien. Et ça ne fait que confirmer la tendance que nous avons depuis que c'est les institutions qui donnent les résultats. Le vote de l'électeur, bon, c'est pour faire valoir, quoi. Et permettre de c'est votre analyse. En termes clairs, très simple. Hein, si je me trompe, vous me rectifiez. Oui, vous avez démontré qu'aucun des partis en lice ne pourrait avoir les 20%. Et vous avez dit que... Et je serais heureux d'être démenti d'ici la semaine. Nous sommes oui, bien sûr, ça va se passer très vite. Et que la Cour pourrait trancher, in fine, si éventuellement... Et cela vous désole. La Cour, l'action de la Cour dans les élections, nous devons tous déplorer ça. L'action de la Cour qui décide des résultats. Il n'y a pas que moi qui critique l'action du gouvernement qui doit déplorer ça. Nous devons tous déplorer ça. Les résultats doivent nous venir du terrain des urnes. De la Sénat. Point final. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de tensions tout au long de cette nuit électorale. C'est de bonnes guerres, même si je n'ai pas eu de candidat vraiment à ces élections. Les positions sont restées tranchées. L'important, c'est pour l'aboutissement heureux de ce scrutin. Et moi, je voudrais qu'on finisse sur une question bien légère et que les regards ne se crispent pas. Bon, voilà, que dans la joie, comme M. Egbako l'a affiché, qu'on se sépare sur cette préoccupation quand même. Je l'ai noté d'un de nos correspondants que des citoyens vont d'abord au culte les dimanches avant d'aller voter. Nous savons qu'il y a certains pays qui n'organisent pas les élections les dimanches. Est-ce que c'est une possibilité qu'il faut envisager? Bouger les élections du dimanche, jour de culte, et que cela pourrait booster le taux de participation? Écoutez, je suis incapable de vous le dire. Voilà. Si on n'a pas fait une étude de terrain, un petit sondage pour voir ce que les gens veulent vraiment. Vous allez voir peut-être tout de suite quand on va commencer à parler de ça, ça va être pris aussi dans tous les sens. Pourquoi on veut enlever dimanche? Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'être humain n'aime pas trop les changements. Vous voyez, on n'aime pas trop bousculer les gens. Les gens, ils sont habitués à quelque chose, c'est fini. Il faut pas. C'est un peu comme les réformes qu'on a eu à faire. La situation d'avant arrangeait des gens, donc il ne faut pas les bousculer dans leur confort. Donc peut-être, il faut peut-être l'envisager, mais à partir d'une étude sérieuse pour voir qu'est-ce que les Béninois veulent vraiment par rapport à ce sujet-là et de ne pas leur imposer quoi que ce soit. Et moi, je dis, je ne reste pas catégorique sur ce que ces élections vont produire comme résultat. Les histoires de 20%, on saura bientôt. Même le législateur, même le gouvernement qui est là n'a pas dit mes partis vont avoir les 20%. Vous voyez, si c'était le cas, ils n'auraient pas envisagé des solutions alternatives. Par exemple, l'option de gouvernance ou que la Cour va trancher. Donc, en fait, c'est des lois qui mettent tout le monde sur les mêmes points de départ. Donc, attendons l'arrivée pour voir comment analyser ça. Comment ça va se passer? Je crois que personne ne peut dire que voilà, tel parti aura 20% au soir. Non, aucun parti, même le gouvernement n'a jamais dit ça. À la fin, on note aux téléspectateurs qu'il y a quand même une institution qui pourrait trancher. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est prévu. Même si les partis n'ont pas les 20%. Voilà, c'est pour ça que c'est prévu. Tous ceux qui sont partis ont les mêmes chances. Donc à l'arrivée, s'il y a une situation de blocage, on va faire référence à la Cour pour trancher. C'est tout. Et je trouve que c'est bien pensé. Je vous connais très croyant, Antoine Adoukono. Vous êtes allé au culte avant d'aller voter certainement. Je crois que, moi je ne suis pas allé au culte. J'étais allé très tôt, vers 8h, 9h, dans mon centre de vote. Malheureusement, le matériel électoral n'était pas là. J'ai attendu, j'ai voté, j'étais parti, j'étais revenu. J'ai voté autour de midi. Mais je crois que je fais bien les réflexions de M. Bakor parce que,
en fait, vous avez parlé du taux de participation. Par rapport justement au dimanche. Voilà, donc il faut des études pour voir est-ce que si le taux de participation, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le taux de participation. Monsieur Ouessou l'a dit tout à l'heure qu'il y a eu des événements, par exemple, qui expliquent le fait que les gens peuvent ne pas aller voter. Vous voyez? Donc, il faut faire des études pour voir si est-ce que aller au culte aurait influencé le taux de participation. Et je crois que non, puisque le scrutin dit 10 heures d'horloge. Et le culte, c'est au plus 2 heures, 2 heures de temps, 3 heures de temps, si c'est d'autres églises. Donc, que l'intéressé ait choisi d'aller au culte et de revenir pour voter, en réalité, déjà à midi, il est déjà chez lui. Il a encore plus de 5 heures d'horloge devant lui. Donc, s'il a la volonté d'aller exercer son droit civique de vote, je ne pense pas que ce soit l'Église qui pourrait l'empêcher. Soit disant, je voudrais quand même faire quelques petites clarifications, puisque si nous parlons de l'arbitrage de la Cour constitutionnelle, nous le disons par rapport aux compétences que lui a reconnu le constituant de 1990 dans les dispositions de l'article 114, en lui permettant, dans des cas où il y aura des blocages institutionnels, d'intervenir en tant qu'arbitre du jeu pour éviter que nous tombions dans des crises qu'on ne souhaite pas. Supposons qu'on se retrouve dans un cas où personne n'a 20%. Il faut faire un arbitrage parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de parlement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait valider ces élections. Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle va se prononcer. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais je suis déjà heureux que nos pères fondateurs de la démocratie, eu égard évidemment aux différentes instabilités politiques que nous avons connues de l'indépendance à 72 et de 72 à 90, les gens ont prévu que puisque les différents cas de coup d'État, tout ça que nous avons eu, c'est parce que parfois aussi, il y a un vide juridique que les textes n'ont pas prévu, et c'est pourquoi on a dit non, à partir de 90, il faut donner à la Cour cette compétence pour qu'en cas de blocage, elle puisse intervenir. Et je peux vous dire que pour toutes les élections que nous avons organisées au Bénin de 90, il y a des situations où il y a des blocages et la Cour intervient en tant qu'arbitre pour mettre le calme. Donc, ce ne sera pas une première... Quel que soit le schéma, le processus des élections générales va se poursuivre jusqu'à la présidentielle en avril. Il faut aussi noter que... C'est ce que vous démontrez. Je disais tout à l'heure que il faut aussi noter que le constituant et le législateur étant bien conscient de ce que aucun parti politique à lui seul ne peut la main sur le cœur dire je vais avoir 20% partout, a prévu des mécanismes de lissage. D'accord? Et tous les partis politiques qui sont en lice ont répondu à cette vision du législateur de en cas où. Très bien. Mais sauf un parti politique qui a choisi et qui est libre aussi on va parler de choisir. Dans ces détails. L'important, c'est de voir est-ce qu'à l'arrivée, tous les partis pourraient... Je vous en prie, vous l'avez dit suffisamment. À l'arrivée, les partis... Le problème qui se pose, c'est que moi, je suis obligé de dire certaines choses. Vous savez, je vois, il parle des acteurs politiques. Vous savez que... Michel Bakol l'a dit tout à l'heure. Les réformes qu'on est en train de faire là, vous pensez que ça ne menace pas les gens? On a quitté une situation de 3 partis politiques où je vais créer mon parti politique et je vais avoir le récépissé seulement. Justement. Et je vais mettre ça dans le sac. Et je suis président de parti politique. On est parti de là, monsieur. C'est avec ça que je vais faire le mercantilisme politique. Et ça paye. Et on est venu faire quelque chose où vous ne pouvez plus. Ça ne va pas faire. Vous n'allez pas même vouloir que la réforme réussisse. Vous voyez? Par exemple, lorsque quelqu'un n'est pas allé faire accord parlementaire, c'est stratégique. Il peut faire de ne pas avoir 20%
pour démontrer que nous sommes la réforme au soir de ces élections. Nous sommes au soir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes très bien entendu. Nous sommes au soir de ces élections, quel que soit le choix des partis. Nous sommes en train de voir l'aboutissement. Moi, je ne refuse pas qu'il y ait des réflexions prospectives. Aucune loi n'est éternelle, n'est sans faute. Non, à la pratique, on est appelé à amender, à améliorer. Et nous sommes dans la pratique. Si nous portons une vision pour le pays, il ne faut pas encourager les gens à s'abstenir de s'appliquer des lois. Nous sommes déjà dans la pratique, s'il vous plaît. Il y a eu des choix des uns et des autres, hein, des choix à dessein, parce qu'ils ont choisi justement ces partis politiques d'aller ou de ne pas aller. Nous sommes en train d'analyser les résultats à la fin pour voir si éventuellement, à l'issue de ce premier test, les partis pourraient justement passer le tri, avoir les 20%. Je crois que vous êtes totalement entendu sur la question que la Cour pourrait éventuellement trancher si on se présentait dans ce cas de figure. Avoir les 20% en accord pour certains et sans accord pour d'autres. Il faut compléter ça. Oui, justement, en accord, est-ce qu'on peut les avoir? Ils n'ont pas le même problème. Sans accord, est-ce qu'on peut les avoir? Donc la question est totalement entière. Bon, on reste sur... Monsieur Aluko nous a ramené encore sur... Oui. Non, ce que vous dites là, c'est comme si les 20% là, ils n'ont pas le même problème là maintenant. Bon, d'accord. Ceux qui ne sont pas en accord là, c'est eux qui ont problème de 20%. Ça marche. À la fin, on verra justement. La Sénat va trancher. Et ils ont tous problème de 10% en réalité. Ben voilà. Alors, Monsieur Ouessou, bon, je ne vais pas oublier ma question quand même pour la fin de cette émission que je voulais relax. Mais là, Monsieur Adoukono, c'est-à-dire que en même temps que vous posez la question, je me retrouve dans les jeux de couloir que nous, les politiques, on fait, que vous ne voyez pas, justement. Et que vous êtes neutre, vous posez la question comme si... Non, bon, ce qui se fait dans les couloirs, là, je vous ai dit qu'on peut... beaucoup de choses dans les couloirs. Pourquoi on a refusé de faire encore? Il y a beaucoup de choses dans les couloirs. Dimanche, justement, peut-être vous avez autre chose à dire, vous ajoutez. Est-ce que... on pourrait déplacer les élections, selon vous, pour déplacer les élections, c'est appeler à la révision de la Constitution, puisque c'est la Constitution qui institue désormais le dimanche. Et donc, c'est appelé à la révision de la Constitution. Je ne crois pas que dimanche pose un problème. On a fait des élections sur dimanche dans le passé. Absolument. Et je ne crois vraiment pas que le culte soit le problème. On a vu des gens aller au culte et se déverser du culte là au bureau de vote dans le passé. Donc, ça ne pose vraiment pas de problème. Le problème se trouve ailleurs, et je crois que tout au long de cette émission, on en a discuté, à savoir la mobilisation que les gens doivent faire, ensuite la campagne qui a été faite depuis qu'on a déclaré, depuis que on est rentré dans le processus électoral, même bien avant le processus électoral. Tout ce qui a tourné autour des élections constitue donc ce qui, en fait, enlève aux Béninois ou enlève au processus son attractivité, qui fait que je vais au culte, mais on se déverse tous là-bas après. Donc, vous voyez, la question n'est pas la question du dimanche. Et pour conclure, je voudrais dire... On boucle là-dessus. Hein. Il n'y a aucune loi qui soit parfaite. C'est une réalité. Mais ce que les humains conscients de l'avenir font, c'est-à-dire que vous prenez un pays comme les États-Unis, ce qu'ils ont fait dans leur constitution depuis maintenant 250 ans et que ça tient encore jusqu'à ce jour, c'est de voir le futur et de se dire, si nous faisons ça, ça peut poser tel problème dans le futur, donc nous évitons de faire ça. Donc, on ne met pas dans la loi le problème soi-même et on dit après, aucune loi n'est parfaite. Moi, je ne comprends pas cette façon de voir le monde. Je n'ai pas été éduqué à même voir ça. C'est-à-dire, les lois sont votées pour régler des problèmes de société. Et pour régler des problèmes de société, vous posez encore des problèmes dans la loi même.
Vous posez des problèmes. Donc c'est un problème et moi je voudrais aussi dire, il faut le réitérer que le constituant de 1990 n'a jamais donné à la Cour constitutionnelle le droit de décider des élections telles que nous allons le vivre s'il arrivait que nous n'avons pas les 20%. Je vous dis très rapidement pourquoi. Parce que lorsque nous n'aurons pas les 20%, sur la base de quel calcul on donnera maintenant les députés? Ça viendra d'où ce calcul? Sur la base de quelle loi? Le constituant n'a jamais donné à la Cour constitutionnelle cette prérogative. Alors, et donc dire que la Cour constitutionnelle elle va régler le problème, non. La Cour constitutionnelle ne va pas régler le problème. La Cour constitutionnelle va donner des résultats. Des résultats si éventuellement il y a... Nous sommes dans l'éventualité. Donc, qui n'est pas totalement... on va voir les résultats à la fin pour voir peut-être qu'il y aura un ou des partis. Donc, ce que nous devons retenir de façon générale, pour aller jusqu'au bout, ce que nous devons retenir de façon générale, en un mot, c'est qu'avec le président Talon, nous sommes allés d'expérimentation en expérimentation sur près de 5 ou 6 élections qu'il a organisées tout au long de son mandat.